Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Jean-Philippe Labbé et faire le point ensemble sur la conduite à tenir devant un patient se plaignant de palpitations. Allez hop, allez. Ouais, d'ailleurs, moi ça me le fait des fois là, je sais pas dire, c'est des palpitations, des pointes, tu vois, ou des serrements. Alors justement, il va falloir être précis. Commençons donc par une définition. On regroupe sous le terme de palpitation toute perception anormale de battements cardiaques, qu'ils soient normaux ou anormaux. Ça bat trop fort, trop vite ou irrégulièrement. C'est donc un symptôme subjectif qui ne préjuge ni de la cause, ni de la gravité potentielle de la situation. L'élément central pour aborder le problème va donc être l'interrogatoire. On va d'abord s'attacher à préciser le terrain. Y a-t-il des antécédents cardiologiques, personnels ou familiaux? Y a-t-il un contexte particulier pour le patient? Y a-t-il une prise de médicaments ou encore de toxiques? On essaiera ensuite de préciser le type de palpitation ressentie. Une extrasystole isolée, une sensation de tachycardie, d'irrégularité ou encore de pause. On évaluera la durée de l'événement, phénomène isolé, quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures. Le début est-il plutôt brutal ou progressif? Et enfin, y a-t-il des éléments modulateurs comme le stress, l'effort ou même le repos. Enfin, on recherchera d'éventuels signes associés qui pourront être une syncope, une douleur thoracique, une sensation de dyspnée ou encore d'anxiété. L'objectif de l'interrogatoire est donc de caractériser au mieux le phénomène et de rechercher un terrain à risque ou des facteurs de gravité. Bon alors tu me dis si je me trompe, mais ils sont de deux types. La présence de signes associés, comme une syncope, une douleur thoracique ou une dyspnée, et là dans ce cas, c'est les urgences ou le SAMU. Ou encore la présence d'antécédents cardiologiques, qu'ils soient personnels, comme des antécédents d'infarctus ou l'existence d'une cardiopathie sous-jacente, ou d'antécédents cardiologiques familiaux, surtout s'il y a une notion de mort subite dans la famille. Dans ces deux cas, une consultation cardiologique rapide s'impose. C'est exactement ça. Concernant l'examen clinique, il sera souvent pauvre en dehors de la crise. On vérifiera bien sûr la tension artérielle et l'auscultation s'attachera à retrouver une éventuelle arythmie, voire des extrasystoles, ou encore pourquoi pas un souffle valvulaire. Par ailleurs, on recherchera des indices en faveur de facteurs favorisants, des facteurs extrinsèques comme la consommation d'excitants, ou des facteurs intrinsèques comme une dysthyroïdie, un syndrome d'apnée du sommeil, une grossesse, un syndrome infectieux ou encore une déshydratation. D'accord, mais on s'arrête pas là, on va explorer un peu, non? Évidemment. Et la première chose à faire, c'est bien sûr un électrocardiogramme. On comprend bien sûr l'intérêt de pratiquer un tracé long à la recherche d'anomalies ponctuelles, et on recherchera des signes en faveur d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White, d'une fibrillation atriale, ou encore d'une coronaropathie sous-jacente. Mais comme cet examen sera possiblement normal en intercritique, il sera très intéressant de réaliser un Holter ECG. On fera classiquement un enregistrement de 24 à 48 heures pour commencer, mais on peut envisager des durées plus longues, de 3 à 4 semaines pour les palpitations rares, voire jusqu'à 2 ans grâce au Holter implantable pour les malaises inexpliqués. Bien sûr, on demandera au patient, lors de la survenue de symptômes, d'en noter la date et l'heure pour la concordance entre la clinique et le Holter. D'autres explorations peuvent s'avérer nécessaires, notamment biologiques. On fera un dosage de la kaliémie, de la TSH et également des bêta-HCG. On envisagera une épreuve d'effort en cas de symptômes d'effort, une échographie cardiaque, des explorations électrophysiologiques avec éventuelle ablation, et on pourra même aller jusqu'à l'IRM myocardique en cas de nécessité. Alors voyons maintenant quelles sont les principales étiologies responsables de ces sensations de palpitation. Tout d'abord les extrasystoles, qui peuvent avoir un repos compensateur et donc donner une sensation de pause cardiaque. Elles peuvent être atriales, et dans ce cas on recherchera une fibrillation auriculaire. Elles peuvent être ventriculaires, et dans ce cas on recherchera impérativement des facteurs de gravité, comme un aspect polymorphe, un couplage avec le sommet de longue T, ou encore la présence d'une cardiopathie sous-jacente. Les tachycardies jonctionnelles sont également un grand responsable de sensations de palpitation. Et dans ce cas on retrouve deux grandes causes, la réentrée intranodale et bien sûr le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Dans ces situations, le terrain est souvent celui d'un adulte jeune sans comorbidité, et en intercritique, le CG peut être tout à fait normal. En cas de tachycardie jonctionnelle, il sera très important d'éduquer les patients aux manœuvres vagales afin de faire céder les crises. Enfin attention, tout ECG de Wolff-Parkinson-White doit être réévalué par un rythmologue. En effet, il existe de rares formes malignes qui doivent être repérées. La troisième grande cause est la fibrillation atriale et les autres tachycardies atriales, pourront être paroxystiques, persistantes ou permanentes,
et nécessiter éventuellement entre autres une anticoagulation dont l'intérêt sera évalué par le score de Schatz-Devask. Je vous mets le tableau ici, là, hop, grand tableau. Beaucoup plus rarement, on aura affaire à une tachycardie ventriculaire, il peut y avoir des formes bénignes chez le sujet jeune, mais elle sera surtout à rechercher et à suspecter en cas de sensation de palpitation chez un patient aux antécédents d'infarctus. Ok, mais du coup, on propose un traitement tout de suite ou pas? En fait, on donnera très rarement un traitement d'emblée, car une documentation d'un éventuel trouble du rythme avant tout traitement est préférable. En tout cas, une évaluation par un cardiologue est indispensable avant toute mise en place de traitement antiarythmique. On pourra éventuellement faire une éducation aux manœuvres vagales en cas de forte suspicion de tachycardie jonctionnelle type Bouvray chez un sujet jeune, sans antécédent cardiaque, avec début, fin brusque des épisodes. Enfin, il faut savoir qu'une place de plus en plus large est donnée au traitement par ablation, et ce, quel que soit le trouble du rythme. Et donc, pour conclure, on tentera, grâce à l'interrogatoire, de caractériser au mieux le phénomène et on recherchera d'éventuels signes ou facteurs de gravité. Le Holter-ECG sera l'examen central et à répéter si nécessaire. On explorera tout syndrome de Wolff-Parkinson-White, même asymptomatique. On ne proposera pas de traitement d'emblée avant documentation du phénomène et ou évaluation cardiologique. Enfin, j'en profite pour rappeler à nouveau tout l'intérêt des manœuvres vagales dans les tachycardies jonctionnelles. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvé utile. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce vert, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à partager la vidéo, ça nous fera très plaisir. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ici, là ou sur le petit bouton rouge YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook ou sur notre site internet www.staff5ami.fr. Comme d'habitude, dans la description, je vous laisse la fiche synthèse avec le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se voit au prochain staff.